Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, c'est exceptionnel pour la saison. Le sud de la France a encore les pieds dans la neige. C'est la 4e vague de froid cet hiver. Grosse difficulté de circulation ce soir autour de Toulouse et de Perpignan. La frontière avec l'Espagne est fermée. Que se passe-t-il dans le ciel? Explication dans un instant. Nicolas Sarkozy prend le contre-pied des services de l'immigration. La lycéenne marocaine sans papier de 19 ans expulsée après avoir porté plainte pour violence sera autorisée à revenir en France. Cette fois c'est officiel, Total confirme la fermeture de la raffinerie de Dunkerque mais garantit tous les emplois, vitres brisées, gaz lacrymogène. Les syndicats ont envahi le siège du groupe à la mi-journée. À l'étranger, des chrétiens massacrés au Nigeria, des centaines de personnes ont été tuées. Ces violences religieuses et ethniques sont récurrentes. Le Vatican exprime ce soir sa préoccupation. La politique, l'ultime ligne droite avant les régionales, chronique d'une victoire annoncée pour la gauche. Martine Aubry croit-elle toujours au Grand Chelem? Y a-t-il une Aubry-mania? Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. On évoquera aussi la journée de la femme en ce 8 mars. Ce soir, le regard de la publicité. Comment a-t-il évolué en 50 ans? C'est le dossier de cette édition. Enfin, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouveau permis de conduire. L'examen est profondément modifié. Précision et reportage dans un instant. Bienvenue dans ce journal. Ce sont donc une nouvelle fois des chutes de neige exceptionnelles pour la saison qui ont touché le sud de la France. Nous ne sommes qu'à 2 semaines du printemps et on a compté 30 cm de poudreuse à Nîmes, 20 cm à Avignon. Ce soir, la neige se déplace vers l'ouest. C'est la région de Perpignan qui est au ralenti. Franck Genozo. Du pont du Gard aux majestueuses arènes de Nîmes. Depuis hier soir, c'est une bonne partie du sud du pays qui s'éparait d'un épais manteau blanc. Même une des villes habituellement les plus ensoleillées de France n'est pas épargnée. Perpignan, altitude 0, a pris des airs de station de ski. 40 cm de neige tombée en à peine quelques minutes et aussitôt les premières sorties de route. J'ai freiné, j'ai même filé un peu pour l'éviter, j'ai tourné vers la droite pour pas me le prendre. Et la voiture a glissé automatiquement comme un glaçon et je suis tombé dans ce petit ravin. Un danger qui vient du ciel mais aussi de la mer. Une vague de 6 à 7 mètres est redoutée sur le littoral dans la soirée. Les autorités ont fait évacuer les maisons les plus exposées pour ne pas prendre de risques. Cet après-midi, c'est toute la région Languedoc-Roussillon qui s'est retrouvée paralysée. Aéroport fermé, TGV à l'arrêt et poids lourds interdits à la circulation, comme ici entre Narbonne et Carcassonne. Ce qui n'a pas empêché la formation d'embouteillages impressionnants. J'arrive du boulot, mais on est parti un peu avant parce qu'on imaginait bien qu'on allait être bloqué. Et puis je vais à la maison, tout simplement. Et cet après-midi, il relâche. On ne sortira plus. Demain matin, les écoles des Pyrénées-Orientales resteront fermées car dans la nuit, les températures vont descendre en dessous de 0. Le verglas devrait alors paralyser une bonne partie du réseau routier. Et on va retrouver maintenant nos envoyés spéciaux Muriel Lassaga et Olivier Combe dans les Corbières. La neige tombe là-bas depuis la nuit dernière, une neige lourde qui colle au sol. Les déplacements sont très difficiles. Voici leur reportage. Ici, c'était déjà le printemps, puis 10, 20 jusqu'à 30 cm de neige qui ont fait blanchir la cité de Carcassonne. Les bateaux du canal du Midi en sont restés figés. Leur gardien en est lui tout étonné. Le canal, vous l'avez déjà vu comme ça? Une fois, c'était en 92. Février. C'est tout, mais depuis on n'a pas revu comme ça, non. Sur l'autoroute A61, un bouchon entre Carcassonne et Narbonne. Sur les axes secondaires, le ralenti s'impose et dès la première côte, c'est l'arrêt obligatoire pour certains imprudents. Là, le véhicule est entièrement bloqué, il n'a pas les chaînes, il n'a pas de contact. Par rapport à la neige, il ne peut pas se déplacer, vous voyez. Il n'écoute pas, il a voulu quand même passer sans les directives qu'on lui a indiquées. Beaucoup d'accidents matériels inévitables et malgré tout des heureux, mais pas ce qu'on croit. Ça vous inquiète ou pas? Eh non, ça nous fait des réserves d'eau là. Le trafic ferroviaire est toujours interrompu entre Narbonne et Perpignan. Quant au transport scolaire, il sera une nouvelle fois suspendu demain matin. Ici dans l'Aude, c'est la 3e fois cet hiver que la neige tombe en abondance. Et cette nouvelle vague de neige a commencé, vous le savez, hier dans l'après-midi. Et c'est sans doute dans le Gard que la situation a été la plus compliquée. 250 personnes ont été prises au piège la nuit dernière, coincées sur les routes. Stéphane Despinois, Christophe Larocca.
La situation est des plus cocasses. Les gendarmes jouent les dépanneurs et poussent les véhicules un à un sous une tempête de gros flocons. Il est plus de minuit sur la route entre Remoulins et Avignon. 15 cm de neige au sol et ça patine allègrement. Des situations critiques, il y en a un petit peu partout dans le secteur et il y a des priorités. Donc on attend le chasse-neige qui ne devrait pas tarder. Bon, ça avance apparemment. À chaque fois une voiture, une par une quoi. Ok, merci. Nuit cauchemardesque pour des centaines d'automobilistes pris au piège en cause des camions frigorifiques plantés au beau milieu de la chaussée. Dans les voitures, c'est le ras-le-bol. On en a marre. De Garant, il a fallu 6h30 pour pouvoir passer. Attendez, c'est scandaleux quand même. C'était 6h qu'on est parti de Montpellier, donc une horreur. Les enfants. Les enfants, on en a une qui est malade, il n'y a rien, et on voit personne, on ne dit rien. Que le ministre leur donne dans la médaille à la TTE. Pas un chasse-neige à l'horizon, la pagaille s'étend sur 7 km. Pour échapper au chaos routier, certains ont atterri dans la salle polyvalente de Saz. Enfin, ceux qui ont eu la chance d'être avertis. On a vu le camion de pompiers passer, on est sorti au milieu de la route, on l'a arrêté. Et ils nous ont dit, de toute façon, ça sert à rien de continuer parce que de toute façon, vous allez passer la nuit dans vos voitures. C'est dangereux sur la route. Ça glissait, donc on a préféré rester là. Ici aussi, ça glisse, mais pour leur plus grand bonheur, la neige triomphe une nouvelle fois et recouvre le Palais des Papes. Voilà, alors faut-il parler d'hiver exceptionnel? Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint. On sait que les ingénieurs de Météo France sont très prudents, mais là tout le monde semble d'accord. Eh bien, David, de la neige sur la plage de Palavas-les-Flots, c'est quand même quelque chose qu'on voit rarement. C'est à l'image de cet hiver qui restera dans la mémoire au regard des quantités de neige tombées. Nous sommes actuellement à 2 semaines du printemps et pour enregistrer des quantités de neige à la même période, il faut remonter à 1993 et encore, ces quantités de neige étaient beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le mois de décembre, eh bien, la France a été touchée par 4 grandes vagues de neige qui n'ont épargné aucune région et pas même les côtes. On voit notamment cette image du Mont-Saint-Michel qui a marqué tout le monde. Alors par contre, au niveau des températures, eh bien, notre hiver n'est pas particulièrement exceptionnellement froid. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement à 1,2 degré en dessous des normales saisonnières. C'est froid certes, mais beaucoup moins froid par exemple que l'hiver 62-63 qui était à 4,7 degrés en dessous des normales saisonnières. Et à l'époque, tenez-vous bien, on descendait la vue de Montmartre en luge et en ski. Merci Nicolas, et ça n'est peut-être pas terminé. En tout cas, dans les heures qui viennent, plusieurs départements restent placés en vigilance orange. L'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et les 2 départements de la Corse. Alerte qui court jusqu'à demain 16h. Il vous est conseillé bien sûr de limiter vos déplacements autant que possible. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette nouvelle vague de neige. Autre titre de l'actualité, cette volte-face des services de l'État dans une affaire dont on a beaucoup parlé il y a une dizaine de jours. Une jeune lycéenne marocaine sans papier de 19 ans avait porté plainte pour des violences infligées par son frère. Et bien dans la foulée, elle avait été expulsée. Le président de la République lui-même vient d'annoncer qu'elle pouvait rentrer en France. Sophie Rodier, Laurence Diop. La manifestation de soutien s'est transformée en manifestation de joie. Leur protégée Najla Limeur pourra revenir en France si elle le souhaite. On attend tous le retour de Najla, on est tous mobilisés, on a fait un sit-in au lycée, tout le monde est concerné. La lycéenne marocaine a été expulsée du territoire il y a 15 jours. Le 20 février, elle se rend à la gendarmerie, le visage couvert d'hématomes, pour dénoncer son frère qui la bat. Mais elle est en situation irrégulière et c'est elle qui est placée en garde à vue, puis contrainte de quitter le territoire. Aujourd'hui, elle peut revenir. Nicolas Sarkozy en personne s'y est engagé. Et en fait, j'arrive même pas à réaliser tout ça. En fait, c'est venu tellement vite que c'est vraiment incroyable, quoi. Je croyais pas que ça allait être aussi rapide. Au Maroc, la jeune fille était menacée d'être mariée de force. Pour les militantes du droit des femmes, son retour possible est une victoire. C'est un message lancé à toutes les femmes qui aujourd'hui peuvent se rendre dans les commissariats et dénoncer les violences qu'elles subissent, porter plainte. Le comité de soutien de Najla va rester mobilisé jusqu'au bout. Aucune date n'est pour l'instant prévue pour son retour. Et réaction ce soir du Parti Socialiste. Harlem Désir parle, je cite, de bonnes nouvelles, mais il dénonce, je cite encore, le fait du prince. À propos de famille et de justice, on revient maintenant sur ce qu'on avait appelé l'affaire Fortin. Il s'agit, vous le savez, de ces 2 enfants enlevés très jeunes par leur père après un divorce et qui ont grandi plus ou moins en marge de la société. 11 ans plus tard, l'homme avait été arrêté. Les 2 enfants, devenus majeurs,
ont eu à choisir en quelque sorte. Ils sont restés auprès de leur père. Aujourd'hui, chacun des deux parents raconte son histoire et donne son point de vue dans un livre. Enquête José Blanc-Lapierre, Olivier Combe. Ouais, il a reneigé, oui. Ouais. 11 ans de cavale, de la Normandie aux Cévennes. Tous trois vivaient dans la clandestinité. Le père, Xavier Fortin, était poursuivi pour avoir enlevé ses fils aux prénoms indiens, Okwari et Chahiyena, 18 et 19 ans. Fidèle depuis toujours à une vie en harmonie avec la nature, cet homme a pris le risque d'élever seul ses enfants. J'ai fait mon devoir. Et bon, je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je me suis efforcé de leur maintenir un niveau scolaire, le niveau d'éducation nationale officielle, et donc l'école tous les matins. Et puis, en plus de ça, la vie, quoi, la vraie vie. Ils savent tout faire, ils savent se nourrir avec un jardin, avec des animaux, faire du fromage, etc. Ils sont pas du tout des petits sauvages, des petits mouglis comme tout le monde pensait. Et puis, alors, cette image d'Épinal, de marginaux, etc., sauvages, ça tient pas le coup du tout. Voici leur dernière cachette dans les montagnes de l'Ariège. Confort minimal, les garçons ne s'en plaignaient pas. Au contraire, ils semblent ne retenir de cette vie si particulière que les bons côtés. J'ai connu quelque chose de plus que les autres, étant donné que j'ai eu l'école de la vie qui m'a appris pas mal de choses différentes, plutôt qu'une chose, c'est-à-dire la société, le système et l'éducation nationale. Les grandes villes, c'est pas l'inconnu pour nous. Voilà, le système, la modernisation, les jeux vidéo, tout ça, c'est pas quelque chose d'inconnu. Loin de là. Fin de la cavale, le 30 janvier 2009. Le père est arrêté. Après 2 mois de prison, il est condamné à 2 ans avec sursis. Bien trop peu pour une mère privée de ses fils pendant 11 ans. Qu'est-ce que ça veut dire quand on libère un homme qui a trompé la loi, la justice, la police, séquestré des enfants pendant 11 ans, les coupant de tous les liens? Il faut se mettre à la place de tous les parents qui souffrent de ce problème-là aujourd'hui. C'est totalement scandaleux. Entre une mère qui avait décidé de renouer avec la vie urbaine et un père accroché à la terre, ces garçons ont été tiraillés entre 2 conceptions du monde. Leur seul regret, qu'on ne leur ait pas demandé leur avis. Si la justice en matière d'affaires familiales aujourd'hui, les enfants étaient écoutés un peu plus tôt et qu'on leur donnait un peu plus de poids ou de valeur juridique, on ne serait jamais resté 11 ans en clandestin. Voilà. Si aujourd'hui j'ai quelque chose à reprocher ou si j'en veux à quelqu'un, c'est pas à ma mère, c'est pas à mon père, c'est à la justice qui nous a pas écoutés étant jeunes. Voilà. Aujourd'hui, les 2 frères vivent ensemble dans ce chalet des Pyrénées. Une carte d'identité en poche, ils font des projets. Pour l'aîné, pourquoi pas une petite entreprise agricole dans la région de préférence. Pour le plus jeune, ce serait plutôt les voyages. Voir le monde, il en fait une priorité. L'actualité sociale, cette fois, c'est donc officiel. Total a confirmé aujourd'hui la fermeture de la raffinerie de Dunkerque, tout en assurant le maintien des 370 emplois du site. Le groupe parle de reconversion. Pour les syndicats, les garanties sont insuffisantes. De brefs affrontements ont eu lieu tout à l'heure dans le quartier de la Défense. Sophie Brune, Mathieu Drejoux. Les annonces de la direction ne les ont pas calmés, au contraire. Les salariés de Dunkerque envahissent le siège de Total à la Défense, malgré les forces de l'ordre. Après 10 minutes d'occupation du hall, ils sont évacués au gaz lacrymogène. Bilan, des vitres cassées et une colère qui déborde. Le projet industriel de Total, voilà, on envoie les CRS aux salariés qui veulent manifester leur colère. Soyez maudits! Soyez maudits! Car Total l'a confirmé le matin même en comité d'entreprise, la raffinerie des Flandres va fermer. On ne raffine que s'il y a des clients et qu'à Dunkerque, il n'y a plus de clients en quantité suffisante pour faire tourner une raffinerie. Pas de licenciement pour les 370 salariés de Dunkerque. Outre le projet de terminal méthanier avec EDF, les 2 tiers des salariés devraient être reclassés sur place dans des centres d'assistance technique et de formation. Rien n'est prévu pour les sous-traitants. Pour les syndicats, le compte n'y est pas. Nous envisageons tout type d'action et principalement celui de remettre une grève générale dans l'ensemble des raffineries au moment opportun. Les syndicats menacent également d'attaquer Total en justice. Ils doivent se retrouver mercredi.
L'actualité à l'étranger avec d'abord ce nouveau tremblement de terre, encore un, en Turquie cette fois, dans l'est du pays. Il y a 51 morts, 70 blessés. Les villageois ont été surpris dans leur sommeil. Dans ces régions, les maisons sont généralement construites en pisé et peu résistantes. Ce nouveau déchaînement de violence au Nigeria, le pays est divisé depuis des années entre musulmans et chrétiens. Et bien ces derniers ont péri par centaines après plusieurs attaques coordonnées à la machette notamment. Images et explications, Philippe Rochaud. Des parents en pleurs devant les corps de leurs enfants. 3 heures de tuerie dans les villages de la région de Jos ont fait plus de 500 morts. Tous des chrétiens tués à coups de hache ou de couteau par des extrémistes d'une tribu musulmane. Un massacre bien préparé puisque les populations musulmanes de la région avaient reçu des SMS leur demandant de se tenir à l'écart. Ils tiraient en l'air pour faire sortir les gens de chez eux. Et ensuite, ils les massacraient à la machette, surtout les femmes et les enfants qui cherchaient à fuir. Parmi les victimes, ces fillettes qui n'ont pas pu courir assez vite. La police et l'armée, ralliées au clan musulman, ont laissé faire sans intervenir et ne cachaient pas leur embarras. Nous demandons aux gens de rester patients pendant que le gouvernement travaille à leur sécurité. La ville de Jos, où les massacres ont eu lieu, est partagée entre chrétiens et musulmans, comme le Nigeria, avec ses 150 millions d'habitants. Majorité de musulmans au nord, majorité de chrétiens au sud. L'instauration de la charia, la loi islamique dans les États du Nord en l'an 2000, a brisé l'équilibre fragile entre chrétiens et musulmans. Il est par exemple interdit de construire des églises. Les massacres au sein de la communauté chrétienne font chaque année plusieurs milliers de morts. En bref, les élections en Irak, premier chiffre de participation livré aujourd'hui, elle est de 62%, c'est déjà une victoire pour cette démocratie précaire. Le Premier ministre sortant Nouri al-Maliki est pour l'instant donné en tête, mais sans la certitude de pouvoir former une majorité. Résultat définitif jeudi. Et puis, un nouveau feu vert d'Israël pour la construction de 112 logements dans une colonie de Cisjordanie. Un moratoire avait pourtant été décrété à la fin du mois de novembre, décision qui intervient au moment même où le vice-président américain Joe Biden est sur place pour une visite censée relancer le processus de paix. La politique en France avec les régionales est d'abord une question et un sondage. La question, comme chaque lundi, elle est toute simple. Irez-vous voter aux élections les 14 et 21 mars? À vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr. Résultat jeudi bien sûr. Et puis le sondage, le voici, c'est notre tout dernier TNS Sofres Logica pour France Télévisions avec France Bleu. Il concerne l'une des régions les plus observées, les plus attendues, le Languedoc-Roussillon. Il confirme l'avance de Georges Frêche. Alix Bouillaguet, José Boulestex. En Languedoc-Roussillon, Georges Frêche continue de dominer nettement ses adversaires. 34% d'intention de vote au premier tour, 24% pour l'UMP Raymond Coudert. L'incertitude semble être ailleurs. Dans un mouchoir de poche, la socialiste Hélène Mandroux résiste avec 10%. Europe Écologie obtient 9%. Résultat identique pour le Front de gauche qui effectue une percée. Le front de gauche se renforce de toute façon en France, dans toutes les régions. Nous voyons un front de gauche qui se solidifie, et il se solidifie à hauteur du déclin du NPA. Au second tour, l'hypothèse d'un duel n'est pas écartée. En cas de triangulaire avec 41%, Georges Frêche l'emporte largement face à l'UMP qui recueille 32% des voix, 27% pour la liste de rassemblement de la gauche, qu'elle soit menée par les socialistes ou par les Verts. Le Languedoc où s'est rendu Martine Aubry pour soutenir Hélène Mandroux, investie par le PS, après les propos de Georges Frêche sur Laurent Fabius. Martine Aubry qui a choisi le clin d'œil, elle a offert un panier garni, très ironique à Georges Frêche pour, je cite, l'aider à ne pas être le macho qu'il veut être. Parmi les cadeaux, le CD de Julien Clerc, Femme, je vous aime, et entre autres un exemplaire du magazine Homosexuel Têtu. Bonsoir Martine Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un mot d'abord précisément sur Georges Frêche. Votre décision a été plutôt bien accueillie comme un signe d'autorité, mais sur le fond, est-ce que vous pensez vraiment que cette phrase de Georges Frêche sur Laurent Fabius était un dérapage antisémite? Est-ce que vous le pensez vraiment? Ce n'était pas le premier dérapage, comme vous dites. Et pour moi, ce qui avait été dit précédemment sur les harkis, sur les Noirs de l'équipe de France ou sur les Juifs, tout cela, ce sont des propos qui ne sont pas dignes d'un élu de la République et certainement pas d'un homme de gauche. Sur la forme, pas sur le fond, sur un problème de forme. Il était déjà exclu du Parti Socialiste. Il avait dit, voilà, je vais faire attention. Et puis là, ça continue. Et ce qu'on entend depuis me laisse à penser qu'on a vraiment bien fait. Mais vous ne dites pas que c'est un dérapage antisémite? Vous savez, moi, je n'aime pas
attaquer les hommes et les femmes. Je dis simplement que quand on veut battre la droite, une droite qui, en Languedoc-Roussillon, n'a jamais hésité à s'unir avec l'extrême droite, dans cette région qui aujourd'hui a un revenu par habitant qui est le plus faible de France, où les jeunes se demandent s'ils ont un avenir, où il y a beaucoup de retraités âgés qui ont du mal à vivre, eh bien moi je me dis que pour battre la droite, il faut un homme ou une femme de gauche. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Hélène Mandroux. C'est une femme engagée, la maire de Montpellier. Elle aime aussi construire, comme Georges Frêche l'a fait, mais elle aime aussi tendre la main à un enfant en difficulté, accompagner une personne âgée isolée, et puis elle défend ce vivre ensemble que quand on est à gauche, on doit défendre. En tout cas, vous ne ménagez pas vos efforts pour la soutenir. La campagne, elle se durcit. Xavier Bertrand, hier, a dit le bilan du Parti socialiste dans les régions, il est nul. C'est le mot qu'il a employé. Il stigmatise notamment la montée de la pression fiscale. Écoutez, ça, je trouve que c'est une critique un peu caricaturale. On a l'impression qu'il perd un peu ses nerfs. Moi, ce que je sais, ce que les Français savent, c'est que pendant ce dernier mandat, les régions ont d'abord été là pendant que la crise était forte. Et le plan de relance de 9 milliards qu'elles ont mis en place, eh bien, il a été bien utile. Quand le président de la République mouillait sa chemise pour sauver les banques... Avec les impôts qui vont avec. Je vais y revenir si vous le permettez, mais quand le président de la République a donné 20 milliards aux banques, il a mouillé sa chemise, on était derrière, on voulait nous des contreparties. Il n'y a rien eu pour les PME et là les régions ont été là. Je pense au fonds de garantie que Jean-Jacques Kéran a mis en place en Rhône-Alpes pour aider les PME, un fonds d'urgence. Ça a été fait à peu près dans toutes les régions socialistes. On est heureux qu'il soit là. Quand on rénove 2000 lycées ou qu'on en construit d'autres en un seul mandat, quand on augmente en un seul mandat de 30% le nombre de voyageurs en TER-GV, parce que c'est le développement durable et que ça améliore les conditions de vie. Vous savez, il y a des choses qui ont été faites. Et la pression fiscale 35 à 40% de hausse en 4 ou 5 ans. Oui. Alors là, franchement, quand la droite au pouvoir a créé 19 impôts et taxes, quand en une seule année, le président Sarkozy a endetté la France de 170 milliards d'euros, puis-je me permettre de vous dire que les régions n'ont pas le droit d'être en déficit. Il n'y a pas de déficit dans les collectivités territoriales. Et que lorsqu'elles ont augmenté les impôts, c'est 3 € en moyenne par habitant et par an. Ce que veulent les Français, c'est que cet argent soit bien utilisé. Est-ce que vous croyez que quand on forme 1 million de personnes comme elles le font aujourd'hui, quand on donne aux apprentis des moyens nouveaux, quand on donne gratuitement, comme on l'a fait dans les régions socialistes, les livres aux lycéens, est-ce que vous croyez qu'on n'aide pas aujourd'hui la population? 1 € donné, 1 € bien dépensé. Je préfère cela que l'euro donné à l'État pour mettre en place ce bouclier fiscal ou des droits de succession moins élevés ou des avantages à ceux qui ont déjà beaucoup. Vous voyez, c'est ça la différence entre la droite au national et la gauche dans les régions. Le PS a le vent en poupe dans les sondages, vous aussi. Alors vous lisez les commentaires, on dit Martine Aubry, elle est plus souriante, elle est plus cool, elle est plus populaire aussi dans les sondages. Il y a une nouvelle Martine Aubry ou c'est le regard porté sur vous qui a changé? C'est le regard porté sur le Parti Socialiste. Et vous savez... Sur vous? Sur le Parti Socialiste. Sur vous? Je suis le chef du Parti Socialiste et je me réjouis que collectivement aujourd'hui, nous soyons tournés vers les Français. Vous n'aimez pas parler de vous? C'est pas ça le problème. Dimanche prochain, il y a les élections régionales. Il faut des régions qui protègent contre la crise, contre la régression sociale, qui préparent l'avenir comme le font aujourd'hui nos présidents de région, qui accompagnent les Français. Vous savez qu'on nous annonce encore des déremboursements de médicaments. Là, vous déviez un peu. Il n'y a pas de nouvelle Martine Aubry? Non, mais laissez-moi, parce que tout ça, c'est moi. Quand Laurent Beauvais, c'est un peu les leaders politiques aussi. En Basse-Normandie, met en place des centres médicaux dans les quartiers populaires et dans les zones rurales désertifiées, moi je suis heureuse, c'est pour ça que je souris. Parce que les socialistes ont retrouvé un vrai travail auprès de la population et sont actuellement en train de préparer, et je l'espère demain avec toute la gauche rassemblée, un nouveau modèle de société plus doux, moins dur, plus juste surtout. On attendra peut-être la fin des élections, le deuxième tour, pour parler de vous et de vos ambitions. Merci Martine Aubry d'avoir répondu à nos questions. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouveau permis de conduire. L'examen est profondément remanié. Explication dans un instant. Ce lundi 8 mars, c'est la journée de la femme. Ce soir, le regard de la publicité. On verra en quoi il a changé ces dernières années. Et puis, ça n'est pas sans lien, une page santé avec cette décision très commentée. Le gouvernement augmente de 50% la rémunération de l'interruption volontaire de grossesse, rémunération versée aux médecins et aux cliniques. D'abord donc, le permis de conduire nouveau est arrivé, on en parle depuis des mois, et bien c'est à partir d'aujourd'hui, depuis ce matin, que l'examen est modifié. Plus d'autonomie et un barème de points profondément changé. À quoi faut-il s'attendre? Reportage Frédéric Crotta, Philippe Maire. Pour les candidats, a priori, rien ne change. L'angoisse est toujours la même. Dur. Stress quand même.
La grande innovation de ce permis, c'est 5 minutes de conduite autonome. Le jeune automobiliste doit décider seul d'un itinéraire. Je pense que, faut faire quand même assez preuve d'autonomie quand on est au volant. Quand on sera au volant sans le moniteur, on sera obligé de se débrouiller seul. Ça le responsabilise en fait sur la route. Ce nouvel examen se veut positif. Il se rapproche plus du bilan de compétences que de la sanction, même si un refus de priorité ou un stop brûlé reste éliminatoire. Ce que l'on veut juger avant tout, c'est le comportement de l'apprenti conducteur. C'est une évaluation extrêmement positive et pédagogique qui montre au candidat qu'il y a des compétences qui sont très bien restituées. Il y en a d'autres sur lesquelles il faudra se perfectionner. Mais pour certains moniteurs d'auto-école, ce nouveau permis ne va pas révolutionner la conduite. Mieux conduire, non, je pense pas. Malheureusement, c'est pas le. Je ne crois pas en tout cas que ce soit la méthode d'examen qui va changer, qui va faire changer les comportements de chacun. Il faudra 20 points sur 30 pour obtenir son permis. Et si votre conduite est jugée écologique par l'examinateur, si vous pensez à économiser le carburant, vous gagnerez 1 point. De même que si vous faites preuve de courtoisie vis-à-vis des autres usagers. Ce nouveau système, expérimenté dans 4 régions, sera étendu à l'ensemble du territoire d'ici au mois de mai prochain. La journée de la femme, faut-il s'en réjouir ou le déplorer? Elle est fêtée tous les 8 mars, comme s'il s'agissait d'une catégorie particulière. En tout cas, nous avons choisi d'évoquer ce soir le regard de la publicité. Comment a-t-il évolué en 50 ans? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Juliette Guérin, Vivien Roussel. Elles agissent au hasard, dans les rues de Paris et surtout dans le métro. Leur mission, faire un sort aux publicités sexistes. Leur mode d'action, la dérision. Aucun stéréotype n'échappe à la vigilance de ces féministes qui n'hésitent pas à interpeller les passants. Vous en pensez-vous de cette publicité? Je la pense mauvaise et ma copine elle a trouvé qu'elle était horrible. Et vous aussi Moi vous la... aussi, moi, Oui. je la trouve. Il n'y a pas de raison d'utiliser pour vendre n'importe quoi des allusions à la sexualité, des corps de femmes à moitié nus, des morceaux de corps de femmes. C'est vraiment un réflexe de paresse des publicitaires. Et des publicitaires paresseux, cela donne des publicités truffées de clichés. Voilà une nouvelle journée de bureau qui commence. Mais que peut bien faire ma femme pour tuer le temps pendant que moi je travaille? Voyons. Le ménage bien sûr, et en chantant, parce que c'est vraiment le bonheur. Parfois, la femme est plus chic, toujours soumise. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une âme. Il aura la femme. La publicité n'est que le reflet de la réalité des choses. On n'est pas crédible quand on montre des conseils d'administration à majorité féminine. Il n'y en a pas en France, donc, ou très peu dans les 440. Donc il n'y a aucune raison de le montrer. La publicité n'est pas en avance sur son temps, elle est dans son temps. Années 80 donc, les femmes sont libérées. Années 2000, elles sont possédées. La pub ne fait que surfer sur les tendances. Et aujourd'hui, la mode s'assagit. Le chanteur Damien 16 vient d'en faire les frais. Aucune régie publicitaire n'a accepté l'affiche de sa tournée, jugée dégradante pour l'image de la femme. Je me sens pas fautif de quoi que ce soit. J'abuse pas de l'image de la femme, moi. Si ça, c'est pour vendre du nonat ou du soutif, ça passe. Si c'est pour dire j'accuse, ça passe pas. Peut-être parce qu'en publicité... Chantal, t'as pas oublié le Cantal? Il n'y a pas vraiment de place pour la subtilité. Oublier le Cantal, ça peut être fatal. Et c'est précisément cette journée du 8 mars qu'a choisi Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, pour annoncer une série de mesures en faveur de la prévention et la prise en charge des grossesses non désirées. Parmi les nouveautés, l'augmentation de 50% de la rémunération versée aux médecins et aux cliniques qui pratiquent l'avortement. Explication Perrine Bonnet, Éric Delagneau. Nous avions fait ce test téléphonique il y a quelques mois pour montrer combien il reste compliqué aujourd'hui en France. Oui, bonjour, j'appelle au sujet d'un rendez-vous pour une IVG, s'il vous plaît. D'avoir recours à un avortement dans les délais. J'ai calculé, ça fait environ 12 semaines. Mais 12 semaines, je ne sais pas si j'aurai de la place, je préfère vous le dire honnêtement. C'est très urgent en fait. Non, il n'y a pas d'urgence chez nous. Il n'y a pas d'IVG en urgence. En cause, le peu de centres médicaux de médecins qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse. Au motif que cet acte médical ne leur rapporte rien, voire leur coûte de l'argent. La ministre de la Santé a donc annoncé une revalorisation de 50% du tarif de l'IVG. Une incitation financière qui satisfait le planning familial.
Il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est la reconnaissance de l'avortement comme une condition de la maîtrise de la fécondité et non pas comme une question de culpabilisation des femmes. Du côté des médecins, c'est une avancée, mais qui ne résout pas tout. Le problème de l'accès à l'avortement dans le service public, c'est plus des moyens structuraux, des moyens humains, des moyens de personnel. Alors, ça peut améliorer les choses dans le service privé où ce sera un petit peu plus attractif. Donc peut-être que les gynécologues du service privé vont se remettre un petit peu à faire des avortements parce qu'ils vont gagner un petit peu plus d'argent. Autre bémol, le ticket modérateur, ce qui reste à la charge de la patiente, va aussi doubler, près de 100 € à débourser. Une image de cinéma, on attendait le triomphe d'Avatar aux Oscars. Eh bien, c'est le film Des mineurs qui emporte la mise avec 6 récompenses, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour Catherine Bigelow. C'est une première pour une femme. Pour la petite histoire, elle est aussi l'ex-épouse de James Cameron, réalisateur d'Avatar. Et puis sachez que Sandra Bullock a été sacrée meilleure actrice. Jeff Bridges, meilleur acteur. Côté français, rien pour un prophète, mais un Oscar tout de même, celui du meilleur court-métrage d'animation pour Logorama. Une résurrection maintenant, celle d'un des guitaristes qui a le plus fait pour la légende du rock. Jimi Hendrix est mort il y a 40 ans tout juste. Eh bien, Sony publie aujourd'hui un nouvel album avec 2 inédits. Abdel Mostefa, Yann Moine. Hendrix, c'est comme Mozart, dès qu'on a la moindre petite parcelle de choses qu'on ne connaissait pas, on veut l'écouter. Fan absolu et spécialiste du guitariste surdoué, Yazid Manou a écouté l'album sorti aujourd'hui. Verdict, 2 titres vraiment inédits, pour le reste, on est en terrain connu. On peut imaginer Jimi Hendrix avec ses musiciens, plus des potes additionnels qui sont en studio et qui répètent. Donc les amplis sont à fond et Jimi reprend des standards comme Fire. Beaucoup de versions alternatives donc, mais elles donnent l'eau à la bouche quand même, car Hendrix est un mythe, ou plutôt une comète, qui en 4 ans de carrière solo a ébloui tout le monde sur son passage. À ceux qui en douteraient, Eddie Kramer, ingénieur du son à l'époque, raconte cette anecdote. L'album Sgt Pepper des Beatles était sorti 2 jours auparavant. Jimmy venait de l'acheter, j'arrive dans la loge avant le concert et je le vois en train d'écouter le disque sur un pick-up et d'apprendre le morceau. Puis il a dit « C'est bon les gars ?» 5 minutes après, le groupe était sur scène. Les Beatles étaient dans la salle, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Hendrix, c'est seulement 4 albums enregistrés de son vivant, mais des paquets d'enregistrements de concerts ou de répétitions, de quoi faire saliver les fans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, un phénomène exceptionnel pour la saison. Le sud de la France a encore les pieds dans la neige. Grosse difficulté de circulation ce soir autour de Toulouse et de Perpignan. On apprend à l'instant qu'un train est bloqué dans le tunnel entre la frontière, entre l'Espagne et la France, à Cerbère, avec 120 personnes à bord. Toute la ville est privée d'électricité. Fin de ce journal, merci à vous tous. Tout de suite la météo Tania You qui nous annonce du soleil et du froid. 20h35 FBI porté disparu, 22h05 ne manquez pas un œil sur la planète avec Étienne Lénard. Afrique du Sud, le rêve de Mandela, point d'interrogation. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.